les rendez-vous plus tard. Alors, je voudrais que nous abordions désormais, monsieur Stribel, ce que vous appelez le tarot, le lithotarot. Alors, bon, alors le lithotarot, je sais que votre père est un passionné de pierre, le père de la pierre, oui. Et vous avez fait quelque chose avec cette combinatoire des cartes et des pierres? Alors en fait, le premier règne, c'est le règne minéral. Après, il y a eu le règne végétal, il y a eu le règne animal, et il y a le règne humain, si on fait référence à Teilhard de Chardin. Le règne minéral, c'est le moins pris en compte aujourd'hui. Oui. C'est celui qui est le moins considéré. Enfin, il y a les planètes. Oui, les planètes, elles sont telluriques, soit, mais... L'astrologie est quelque part un rapport avec le règne minéral. C'est vrai, et la tarologie aussi, complètement. Ah bon, d'accord. Alors ça, c'est moins évident. Ouais. C'est moins évident parce que le tarot, c'est une construction qui a des fondements. Oui, tout à l'heure, vous nous parliez des cathédrales d'un côté, voilà, le tarot de l'autre côté. Et les fondements de toute chose, c'est la pierre. Tout est basé sur la pierre. Sur cette pierre, je comprends. Donc si on ne part pas de la pierre, si on ne se base pas sur la pierre, quelque part, pour reprendre l'idée du chemin, on fait fausse route. Donc c'est très important de l'avoir en considération et de le prendre comme base d'évolution en fait. Et on a besoin d'être attaché à ses racines, et nos racines, c'est les pierres. Donc alors le lithotarot. Le lithotarot, il propose un tirage diagnostique de notre état physique, physiologique ou psychique, et il détermine généralement une carte, la zone, le point où le bas blesse. Il y a un déficit, un manque, un blocage, voilà. Vous parlez du tarot ou du lithotarot? Du tarot, pour l'instant, d'accord. Parmi les mineurs, oui. Donc parmi tous les mineurs, on tire une carte. Montrez-les rapidement, enfin quelques mineurs. Ouais, les non-initiés, ça je ne vais pas y parler. Voilà, ça c'est les mineurs. Donc il y a 4 couleurs, les deniers, par exemple là il y a le denier, les bâtons, les épées et les coupes. Et les coupes qui sont ici. Les coupes. Voilà. Donc ces mineurs, il y a beaucoup plus de cartes mineures que de majeures, il y a 22 cartes majeures et il y en a seulement 56 mineurs. Enfin, au contraire plutôt, il n'y en a que 22 majeures et il y a 56 mineurs. Ces mineurs, elles vont déterminer, donc la personne choisit une carte parmi les 56, elle va déterminer quel est le domaine qu'il faut prendre en compte, qu'il faut travailler. Les 4 éléments un peu. Les 4 éléments. Donc, si par exemple la personne tire la coupe, ça va être plus un problème affectif, émotionnel. Si elle tire le bâton, ça va être un problème existentiel, d'élan vital, d'énergie. Si elle tire le denier, ça va être un problème physique. Et si elle tire l'épée, ça va être un problème mental. Donc à partir de là, on sait déjà dans quel domaine il faut travailler. Et en fonction du numéro de la carte tirée, le numéro renvoie au majeur. Par exemple, le 5 de denier, c'est le pape en matériel, en physique, si vous voulez. Alors, comme il n'y a que 9 numéros, ça renverrait qu'aux 9 majeurs, 9 premières majeures. Mais ça renvoie aussi aux 15 au diable. Ah, d'accord. Voilà. On le calcule comme ça. Bon. Une fois qu'on a déterminé ça, on sait où le bas blesse, où il y a un problème et où est-ce qu'il faut travailler. Après, on fait tirer une deuxième carte. Là, on est toujours dans le tarot, on n'est pas encore dans le lithotarot. D'accord. Là, on tire parmi les majeurs. Donc, les majeurs, ça va être ces cartes-là. Voilà. Et les majeurs vont nous donner une indication, je dirais, dynamique de comment résoudre ou dépasser le blocage. En fonction du combinatoire qui se fait jour, par exemple, comme ça, imaginons qu'on ait ça, eh bien, je vais proposer une pierre à adopter. Ah, d'accord. Parce qu'une pierre, ça s'adopte. Donc la pierre, c'est un peu la solution
qui va... Voilà. Symbolique. Parce que le tarot, c'est symbolique, c'est analogique. La lithothérapie, c'est aussi, ça fonctionne aussi sur l'analogie et sur la symbolique. C'est vraiment la première constituante de la lithothérapie. Ah, d'accord. Et donc après, il suffit de faire des ponts entre les cartes et la lithothérapie, et quelque part, on ancre la résolution de sa problématique dans la pierre, c'est-à-dire dans les racines de la problématique. Alors, donc vous avez une connaissance des pierres qui vous permet de trouver la bonne pierre. Exactement. Exactement. En fonction du tirage Et donc la personne, à ce moment-là, elle part avec la pierre. Comment ça se passe? Alors, il se trouve que... En tout cas, vous la lui présentez, cette pierre. Alors ça, pas forcément, parce que dans mon cabinet, par exemple, j'ai pas de stock de pierre. Donc vous lui signalez la pierre. Voilà, je lui signale la pierre. Et il l'achète généralement par lui-même. Ouais. Ou alors, si j'en ai en stock, parce que des fois j'en ai quand même, Ouais. je vous propose, si ça correspond à la pierre que... Vous avez combien de pierres à proposer, finalement? Oh, mais Virtuellement, vous travaillez sur combien de pierres possibles? moi je travaille avec, à vrai dire, je travaille avec 10 pierres. Oui, voilà. Après, si on rentre dans des subtilités... Oui, oui. Il y a une dizaine de pierres que vous avez sélectionnées ou qui sont connues Qui comme... se sont sélectionnées, je dirais, toutes seules. C'est-à-dire qu'à force de faire ces tirages, je me suis rendu compte que ça renvoyait toujours aux 10, 12 mêmes pierres. D'accord. Donc c'est vraiment ça. C'est vous qui avez élaboré cette idée de, Voilà. de 10 pierres qui devaient s'articuler sur le tarot, C'est ça. sur le tirage du tarot. Après, des fois, il y a la pierre que je dis jamais, mais qui me vient à l'esprit au moment... Oui. ça arrive. Maintenant, je dois reconnaître que j'ai une moins bonne connaissance de la lithothérapie que de la tarologie. Donc j'ai encore à progresser dans la lithothérapie pour être efficient dans les ponts entre les deux. Et vous y travaillez. J'y travaille, bien sûr. Oui. Et votre père, ça l'intéresse ce que vous faites? Alors c'est marrant parce que mon père était un collectionneur avant tout. Donc il n'a pas du tout une approche de lithothérapie dans les pierres. Mais comme Monsieur Jourdain, souvent il avait une relation de pierre qui est sensible. Parce que c'est pas un hasard si on rentre en connexion comme ça avec les pierres. En tout cas, moi, vous avez l'occasion de parler avec des gens qui travaillent dans le domaine des pierres. Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Je voudrais vous présenter cette dame, là, Madame Tissot. Oui, mais je l'ai rencontrée, j'ai discuté avec elle. Ah. Elle est passionnante. Ah, Je d'accord. trouve qu'elle fait un très bon travail. J'ai filmé aussi, oui. Ouais, elle est très bien. Elle pratique en plus des prix tout à fait raisonnables. Oui, 4 €, 5 €. Ouais, c'est tout à fait raisonnable. Non, moi j'ai bien aimé son approche, on a beaucoup discuté, on a beaucoup de points communs. Voilà. Oui, effectivement. Et là, sur le battleur, lui, alors le battleur, il a les 4 ailés. Ouais. Et sur sa table, qu'est-ce qu'il a? Il a les 4 couleurs, enfin, je sais pas quoi. Il a les 4 éléments. En fait, le battleur, c'est l'arcane des arcanes. C'est l'arcane qui donne les clés de lecture de tous les arcanes. Voilà, considéré comme ça, le battleur. Et surtout, il donne la première leçon, l'état d'esprit, l'état d'âme presque qu'il faut avoir pour faire le tarot, qui est ce qu'on appelle la concentration sans effort. Ah, concentration, oui, d'accord. Ça, c'est un état que le battleur ou que l'enfant a souvent. Par exemple, un enfant, quand il joue, il est très concentré, mais sans effort. Parce qu'il est juste subjugué par ce qu'il fait. Et il le fait d'une manière avec une grande maîtrise, on ne s'en rend pas compte, mais un enfant qui joue à la dinette ou je ne sais quoi, il le fait avec une grande maîtrise, un grand sérieux en fait. Oui, il faut jouer sérieusement. Voilà, il faut jouer avec gravité. Il faut jouer sérieusement avec les jeux et jouer sans trop d'efforts avec la vie réelle. C'est un peu ça, quoi. En tout cas, il faut être grave, pas sérieux mais grave. C'est-à-dire qu'il y a la notion de gravité, il y a la notion d'être là dans la matière. D'ailleurs, on dit jouer aux cartes, jouer au tarot. Ouais, oui, bien sûr que c'est un jeu avant tout. C'est un jeu. C'est un jeu et c'est notre jeu. JE. Oui, bien sûr.
Euh, Ça ressemble d'ailleurs au mois de juin. Enfin, vous savez qu'il y a. Vous avez travaillé sur les mois de l'année, l'iconographie des mois de l'année. Non. Non, Très non. important. Ah oui? Oui. On le trouve dans les cathédrales aussi. Ah ça, je savais pas. Les travaux qu'on fait à chaque mois, Ouais, c'est la base du zodiaque quelque part. d'accord, oui, bien sûr. C'est une iconographie qu'on trouve dans les très riches œuvres du duc de Berry, des choses comme ça. Oui. Bah, je commence à m'intéresser depuis peu à l'art, à tout ce qui est art iconographique des cathédrales, Justement, etc. elles ont intégré les représentations des 12 mois de l'année. D'accord. Il y a il y a 4 saisons, et là aussi c'est un peu arbitraire. Enfin, 4 saisons, il y a trois images pour l'hiver, 3 images pour l'été, etc. Et souvent les astrologues et les tarologues ne connaissent pas bien cette iconographie qui est assez éclairante. Et il y a un livre qui explique ça Non, mais vous trouverez sur internet facilement les 12 mois de l'année. D'accord. Et vous verrez qu'il y a des images. Des images qui sont, par exemple, le feu, par exemple. Les astrologues vont dire que le feu, ça a rapport avec l'été, mais en réalité, c'est l'hiver qu'on se chauffe. Et c'est l'hiver qu'on voit dans ces images. Le feu, il n'apparaît pas en été. Il apparaît quand il fait froid. Intéressant, ouais. Donc on voit les gens qui se chauffent en hiver. Et là voici, c'est paradoxal que les astrologues disent bah oui, mais le feu, c'est l'été. Il y a des bizarreries comme ça qui sont pas très heureuses, de même que par exemple les mois de l'année, les 12 mois de l'année sont liés aussi à des images. Et par exemple, le mois de janvier ou février, souvent on voit une image qui ressemble à C.A. ou Butler. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a certaines images du tarot qui pourraient être inspirées par certaines images par mensuelles. Oui, voilà. D'accord. Oui. Ok. Oui. Et oui. Et dans le calendrier des bergers, il y a aussi justement les 12 images des mois de l'année. C'est pour ça que c'est le calendrier des bergers, et compose des bergers, c'est une source très importante. L'origine, c'est de quelle époque calendrier des bergers? Il est paru au fin 15e siècle. Hein. Mais probablement il puise dans des choses plus anciennes. De toute façon, l'imprimerie a été inventée à ce moment-là. Donc, mais c'est une œuvre majeure c'est une œuvre majeure, ça. Il faut absolument avoir le calendrier des bergers chez soi, parce qu'il y a une énorme richesse pour les 12 mois déjà, il y a beaucoup d'éléments d'iconographie. Les 4 éléments aussi sont présentés dans le calendrier des bergers, etc. Donc il faut aussi relier ça à cela. Et le zodiaque, finalement, le zodiaque. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez, vous, vous êtes un petit peu quand même astrologue sur les bords, qu'est-ce que vous pensez du symbolisme zodiacal? D'ailleurs, je vous ai interrogé sur le symbolisme du tarot, mais le symbolisme zodiacal, d'où il vient, comment il s'est transmis Alors moi, je maîtrise un peu. Quand on vous pose la question comme ça, qu'est-ce que vous répondez Parce que ce zodiaque, il est quand même très parlant. On va dire, il est très imagé, comme les arcanes majeurs. Ouais, c'est vrai. On retrouve aussi le zodiaque chinois, mais c'est autre chose. Le Verseau, le Sagittaire, le Cancer, d'où ça sort. J'avoue que je maîtrise un peu moins tout ce qui est astrologie. Oui, J'ai pas trop étudié, donc c'est difficile. Enfin, vous vous intéressez beaucoup à la symbolique, donc effectivement. Oui. Ah oui, non mais la symbolique, c'est tellement, il y en a tellement. Ah bon. Et il y a tellement de choses à étudier que ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est sûr que l'astrologie, c'est clair que je vais m'y remettre à un moment ou à un autre, parce que c'est tellement en lien avec le tarot que ça me paraît important. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la transmission, parfois c'est corrompu, voyez-vous. C'est ça le problème. Il y a des savoirs qui se sont corrompus, qui ont été mal transmis et qui ont perdu. Par exemple, je donne un exemple qui est amusant. Quand vous regardez ces symboliques des 12 mois, on voit le porc, par exemple, PORC. Ouais. On voit qu'en novembre, octobre, novembre, on tue le porc. On tue le porc, ouais. Vous êtes au courant de ça? Ouais. Alors, on oublie ça un petit peu, mais c'est comme ça.
Et le porc, il n'apparaît pas dans le zodiaque. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et on se dit pourquoi le porc, bon pourquoi alors, il y a le bélier, il y a le taureau, pourquoi il n'y a pas le. Pourquoi voilà. Donc le porc, il a disparu. Alors qu'il est dans tout. Dès qu'on parle des 12 mois, on trouve le porc. Donc les astrologues disent, oui, le zodiaque a un rapport avec les saisons, mais le porc, il n'est pas là. Alors voilà, je vous dis ça comme ça peut vous intriguer, c'est quand même curieux. De même que il n'y a pas d'oiseaux non plus dans le zodiaque. Ouais, et ça, c'est pas normal non plus. Parce que vous avez aussi les 12 travaux d'Hercule. Et les 12 travaux d'Hercule, Hercule, à un moment donné, il s'attaque aux oiseaux, les oiseaux du lac de Stymphale. Donc finalement, quand on compare, on voit des choses qui ont disparu. Se trouver les sources, c'est bien, mais souvent la source, elle fait problème parce que mais pourquoi c'était comme ça la source et pourquoi maintenant c'est plus comme ça qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui a sauté. Par exemple l'archer, par exemple le Sagittaire, c'est un archer. Ouais. Sagittaire, c'est l'archer. Mais l'archer, c'est pas un signe zodiacal, c'est un signe zodiacal. Mais l'archer, il vise quoi? Qu'est-ce qu'il essaye d'abattre, l'archer? Justement, l'archer, il abat l'oiseau. Parce qu'Hercule, il a voulu abattre les oiseaux avec son arc, avec ses flèches. Donc il y a des symbologues on a gardé le sujet, mais pas l'objet. C'est comme on dit par exemple, ne regardez pas le doigt, mais regardez la lune. Donc là, il y a des choses qui disparaissent. Donc le symbolique zodiacal, il est en partie délabré. D'accord. Il est délabré. Oui, voilà. Alors, il est très ancien, mais quand même quelque part, au départ, il est quand même délabré tel que. Il fait plus beaucoup de sens finalement. Ouais. Alors concernant le symbolisme du tarot, on a parlé tout à l'heure de la roue de fortune. Bon, on ne pense pas tellement à l'enfer, la roue de fortune, alors que c'est quand même un instrument de supplice. Puis cette carte-là, vous connaissez certainement cette carte-là, elle est très importante. Elle fait penser, justement, voyez-vous là, il y a l'aigle, donc l'oiseau. Donc l'aigle, il est là, mais au lieu de l'aigle, on a du scorpion. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, parce que à l'opposé du taureau, le scorpion. Oui. Alors pourquoi est-ce que le scorpion a été remplacé? Pourquoi l'aigle a été remplacé par le scorpion? Ça c'est dans la Bible, on trouve ça dans Ézéchiel, etc. Oui, c'est le 4 évangéliste. Donc, voyez-vous, il y a une anomalie là. Ouais. Là c'est le Verseau, le Taureau, le Lion, puis l'aigle. Alors l'aigle, il a disparu. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc il y a même. Donc là, le tarot, il nous ramène à une véritable, un vrai zodiaque. Oui, qui a disparu dans le zodiaque tel que nous connaissons. C'est fort probable. Ouais. Oui, c'est embêtant. En réalité, le scorpion, c'est l'archer aussi. Parce qu'un archer, on appelait ça un homme scorpion. Ah d'accord. Parce qu'il était il avait un arc, il avait une flèche. Ouais, le flèche, c'est le dard du scorpion. Un dard, ouais. Donc on a remplacé l'archer. L'archer a remplacé l'aigle. Comme le Sagittaire aussi. C'est-à-dire, le Sagittaire et le Scorpion, c'est la même chose, c'est deux archers. Voilà. Et puis le Verseau, par exemple, pourquoi est-ce qu'on dit le Verseau, le verseur d'eau? Pourquoi est-ce que, à votre avis, alors justement, quand vous regardez les 12 mois de l'année, vous remarquerez qu'en février, janvier-février, il y a une scène où les gens sont attablés. Et il y a effectivement un verseur d'eau. Le verseur d'eau, c'est Ganymède, c'est les chansons. Les chansons des dieux. Je vous avoue que là, vous m'ouvrez des perspectives parce que je me suis jamais trop posé les questions en fait. Pour moi, d'une manière assez naïve, je me suis dit, voilà, il y a des constellations qui correspondent à des parts du ciel et qui ont été déterminées d'une manière poétique à une époque et qui aujourd'hui désignent les 12 sections du zodiaque. Et c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question de l'origine, ou de la symbolique, ou de la signification, ou du choix
de tel et tel symbole pour telle et telle partie. Pour moi, c'était ça, ça correspondait à des... on peut se poser des questions, effectivement. Parce que la coupe aussi, c'est le Verseau, finalement. La coupe, c'est l'amphore. Ouais. Donc le Verseau, il se sert d'une coupe. Ouais. Donc ça renvoie, le Verseau, il renvoie à la coupe, à une des 4 catégories que vous avez dit tout à l'heure. De même qu'on peut faire des analogies entre chaque carte et une pierre spécifique, on peut faire l'analogie d'une carte avec un signe de l'astrologie ou une planète en astrologie. Vous avez fait ça, ce genre de correspondance? J'ai fait, mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas totalement non plus. Je ne le sais pas par cœur, par exemple. Par exemple, c'est sûr que l'étoile, qui est la carte... On a perdu l'étoile. Elle doit être là. Elle est là. L'étoile, c'est la carte de l'astrologie. Ah, bah oui, le mot étoile, évidemment. C'est la carte Mais de on pense aussi au Verseau, évidemment. Et ça fait, et voilà, d'une manière plus spécifique, ça fait penser au Verseau. Et aussi à la Vierge. Mais la tempérance, attendez, où est-ce qu'elle est la tempérance? La tempérance, elle est là. Elle ressemble aussi au Verseau, la tempérance. Vous remarquez? Oui, complètement. Donc vous avez 2 cartes on voit les 2 cas. Mais il ne faut pas oublier que les arcanes sont des arcanes. Donc elles sont changeantes, elles sont des dimensions, plusieurs dimensions, et que quelque part le tarot est holographique. C'est-à-dire que chaque carte possède l'intégralité du tarot. Ah, d'accord. C'est comme, en fait, c'est comme si chaque carte représentait un prisme d'un tout. C'est fractal. Fractal. Non, pas fractal. Ah bon? Parce que fractal, c'est un truc qui se répète. Excusez-moi, alors j'ai dit une bêtise. Je dirais plutôt holographique. Oui. Mais effectivement, ça renvoie à l'hiver, en fait, parce que l'hiver, on est assis et on boit. L'hiver, on ne peut pas être en extérieur. Donc on boit des choses, c'est un banquet. Donc finalement, le Verseau, s'il a lieu au mois de février ou au mois de janvier-février, c'est parce que, pour illustrer ce mois-là, ça peut paraître paradoxal, parce que si on regarde uniquement les zodiaques d'un point de vue saisonnier, bon, on dit la saison, il fait froid, etc. Mais en réalité, c'est pas les saisons, c'est la façon dont les hommes vivent les saisons. C'est pas pareil. Exactement. Donc là, comme l'hiver, on se chauffe. L'hiver, on bouffe à table. C'est même ça n'a rien avec la saison, mais c'est quand même c'est pas la saison telle quelle, mais par rapport à l'homme, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que la précession, la précession, c'est ça. La précession des équinoxes n'a aucune importance. Parce que ce qui compte, c'est le ressenti saisonnier. Oui. C'est un vaste débat. Enfin, je ne voudrais pas rentrer dans ce genre de discussion. Là, on n'a pas fini. Mais pour le coup, je me suis intéressé à ça parce que ça m'a oui. Quand j'ai voulu essayer de comprendre l'astrologie, on m'a dit non, c'est de la foutaise d'avoir la précession des équinoxes, tout est décalé d'un signe, etc. Et finalement, un bélier, c'est le mois d'avril. Le mois de mars, avril. C'est un mois d'éruption. Et donc finalement, c'est le caractère du mois de mars-avril qui imprègne le signe. Oui. Et ça n'a pas changé. Et ça ne changera jamais. Enfin, oui, de ce point de vue-là, c'est ce qu'on appelle le tropicalisme. Oui. Voilà. Opposition. Alors, c'est un débat qui vise les astrologues, effectivement. Parce que d'un autre côté, il y a aussi les étoiles. Et beaucoup d'astrologues ont éliminé les étoiles. Déjà, l'influence des étoiles, elle est. Il faut penser qu'elle est subtile. Je dirais que l'influence est plus l'influence de la position de la Terre par rapport au Soleil et puis du climat, de la saison. C'est ça qui joue finalement. Et après, les étoiles, par contre, ça joue comme pour le tarot, comme pour la lithothérapie, ça fonctionne sur l'analogie et la symbolique. C'est la symbolique qui rentre en ligne de compte à ce moment-là. Oui, mais enfin, si vous voulez, monsieur Strebel, les étoiles, d'un point de vue... Alors, il ne faudrait pas être anachronique, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est vrai que les étoiles ne font pas partie du système solaire, mais on parle
on parle pas d'aujourd'hui, on parle du regard que les anciens avaient il y a des milliers d'années. Et pour eux, il y avait d'un côté les planètes, de l'autre côté les étoiles. Et c'était pas, il n'y avait pas de sens de la conscience clairement de la distance. Donc il faut faire attention de ne pas projeter nos représentations actuelles sur le cosmos. Donc effectivement, pour eux, c'était important qu'il y ait la rencontre entre un point mobile et un point fixe. Alors l'étoile, c'est les points fixes. Bon. Et la grande erreur des astrologues aujourd'hui, c'est justement de ne pas se servir des étoiles. Parce qu'ils vont relier les planètes entre elles. Donc deux points qui sont ils vont relier entre eux deux facteurs qui sont de même nature. Parce que les planètes sont de même nature. Je dirais presque que c'est comme de l'homosexualité. Au lieu de relier deux facteurs qui sont de nature différente, et qui sont la vraie dualité, ils renoncent à une forme de dualité pour instaurer une dualité là où il n'y en a pas. J'entends bien. On pourrait discuter indéfiniment, mais je veux dire, pour vous dire que, je ne discute pas la pression des équinoxes, mais je veux dire que la rencontre entre une planète et une étoile, c'est important. C'est pas la constellation. La constellation des équinoxes, elle met en question les constellations, mais pas les étoiles. Les étoiles, elles sont là où elles sont. C'est ça. Une planète rencontre une planète. Personne ne dira le contraire, une planète à un moment donné. C'est vrai que ça ne veut rien dire dans l'absolu au point de vue astronomique, parce que les planètes n'ont rien à voir avec les étoiles avec lesquelles elles sont reliées, mais d'un point de vue sémiologique, c'est un signal, voilà, il y a planètes qui rencontrent l'étoile, même si elles ne sont pas au même endroit, c'est quand même virtuellement la même chose. Ça se rencontre, ou ça ne se rencontre pas. C'est-à-dire, la planète rencontre l'étoile à un moment donné, après elle s'éloigne, et après elle rencontre à nouveau. Par rapport à un point de vue terrestre. Voilà. Donc, pas trop cracher sur les étoiles. J'ai beaucoup à apprendre en astrologie. En astrologie, je veux dire, même les astrologues ne tiennent pas compte des étoiles. Donc, je veux dire que même si vous faisiez de l'astrologie, vous ne seriez pas spécialement branché sur les étoiles. Et il y a une astrologie stellaire? Oui, c'est ça. Mais moi, c'est ce que je défends sur mes sites, effectivement. Oui. Vous faites des conférences là-dessus? Non, mais vous avez beaucoup de choses sur Internet. Oui. Voilà. Il y a 4 grandes étoiles, par exemple. On appelle les étoiles royales, qui sont réparties aux quatre coins du zodiaque. Aldébaran, Antares, Fomalhaut et Régulus. D'accord. Et chaque planète rencontre, dans son cycle, chaque planète a son cycle est divisé par les 4 étoiles. C'est-à-dire que, ah oui, d'accord, ok. Comme elles sont à peu près espacées, elles constituent une forme carré. Par exemple, Saturne, par exemple, rencontre une de ces 4 étoiles tous les 7 ans. D'accord. Mais ça a complètement disparu de l'astrologie actuelle. Ah, c'est étonnant. Donc, voilà. Donc, ces 4 étoiles sont très très importantes. C'est encore, on trouve le 4, mais ça correspond à aux 4 points cardinaux, si vous voulez, quelque part. Et donc, tout cycle planétaire, vous pouvez le diviser d'après les 12 signes. Vous pouvez le diviser aussi par les 4 étoiles. Et ça, c'est plus astronomique parce qu'il y a un moment donné où l'étoile est vraiment, la planète est vraiment sur l'étoile. D'un point de vue, si on peut dire, elle est à la même longitude. Elle est en conjonction. Ou au contraire, elle s'en éloigne au maximum. D'accord, une opposition. Voilà. En opposition, en tout cas, elle s'éloigne. Alors, donc, si vous voulez, quand une planète est en conjonction avec une étoile, ça n'a pas la même signification que quand elle est en opposition. Hein? Voilà. Et ces 4 étoiles, j'imagine qu'elles ont une signification. Non, elles n'ont pas tellement de signification. La signification, c'est qu'il y a la conjonction ou pas. D'accord. C'est tout. Mais ça entraîne une influence sur caractérielle Non, oui. Ça entraîne une influence sur le fonctionnement de la société. Le fonctionnement de la société. C'est-à-dire que dans une société, il y a le haut et le bas. Il y a l'élite et le peuple. Donc quand il y a une conjonction, le peuple et l'élite sont confondus, se mélangent. Et quand il y a une disjonction, ils s'opposent. D'accord. Donc là, on est en opposition. Voilà. Ah, vous êtes au courant?
Bah, ça me paraît évident par rapport à ce qu'on dit dans la... Non, mais au niveau, au niveau astronomique, exactement, également. Ah ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Bon, mais ça, c'est une astrologie un peu nouvelle, qui n'est pas tellement pratiquée. Mais pour vous dire qu'on peut tout simplement, sur des choses très très simples, dire des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle de l'astrologie mondiale. Oui, on peut plutôt dire de l'astrologie mondiale, oui, absolument. Sauf que même en l'astrologie mondiale, elle est plus vraie quelque part que l'astrologie individuelle, c'est vrai. Parce qu'elle dit des choses, elle tient pas compte du thème natal, par exemple. Normalement, en astrologie mondiale, on ne tient pas compte du thème natal. Et on est dans le collectif, parce que vous aimez bien le collectif. Ah oui, l'astrologie, c'est plutôt un art, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on pense toujours au thème natal, mais l'astrologie, c'est d'abord un art du collectif. Elle nous donne le tableau général. Elle n'a pas vocation à nous parler de l'individu. Ok. Contrairement à ce qu'on dit souvent. Après, pour un individu, l'individu, il va dépendre du collectif, mais il n'y a pas l'idée de... Oui, mais l'idée de dire qu'il y a un cosmos spécifique à chaque individu, ça fait débat. Alors nous, justement, on a créé une télévision qui s'appelle la chaîne du débat astrologique, carrément. Où justement, on montre il y a des débats. C'est pas quelque chose qui absolument qui stagne. Depuis tout le temps, l'astrologie, ça a été une bataille d'idées. Justement, mais c'est pour montrer que l'astrologie, c'est quelque chose qui ne stagne pas, qui est vivant. En tout cas, on essaie de retrouver des choses qui se sont corrompues, qui sont perdues. Voilà, il y a des... Je vais vous laisser parce qu'il y a quand même des choses que vous voulez quand même